nouvel opus des webinars organisés par Chopin Technologies. Pour rappel, Chopin Technologies est une entité du groupe KPM Analytics et ces webinars ont pour ambition de partager avec les meuniers, les boulangers, les acteurs de la filière blé, farine, pain et plus globalement tous ceux qui sont intéressés par ces thématiques, un certain nombre de clés, de savoir-faire, de retours d'informations, tout simplement d'idées relatives au contrôle ou à la maîtrise des farines et des pâtes. Avant d'entrer dans le cœur du sujet et de vous expliquer pourquoi, selon nous, le Mixolab est l'outil idéal pour simplifier et améliorer les relations meunier-boulanger, je vais vous donner quelques informations pratiques sur le déroulé de cette présentation. Donc, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui ne m'auraient pas reconnu. Donc, je m'appelle Olivier Lebrun, je suis spécialiste produits et applications chez Chopin Technologies. Et c'est donc moi qui vais avoir le plaisir de vous faire cette présentation, cette intervention aujourd'hui, donc au nom de toute l'équipe Chopin et KPM. Donc, cette présentation va durer 45-50 minutes environ, à la suite desquelles je ferai de mon mieux pour répondre à vos interrogations, auxquelles, hop, voilà. Je vais mettre aussi mon petit pointeur s'il veut bien venir. Voilà. Donc, répondre aux questions auxquelles vous pouvez déjà rédiger directement maintenant et tout au long de ma présentation grâce au petit module questions-réponses proposé par Zoom. Dernier petit point pratique, c'est que cette présentation va être enregistrée et vous recevrez donc dans les prochains jours ou prochaines heures un lien qui vous permettra d'accéder à cet enregistrement et de revenir, si vous le souhaitez, sur toute ou partie de cette présentation ou de la partager avec des collègues ou des connaissances qui n'auraient pas eu la possibilité de se joindre à nous aujourd'hui. Voilà ce que je voulais présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Et donc, maintenant, parlons un peu Mixolab et relations meunier-boulanger. Avant d'aller plus en détail sur ces points et en guise d'introduction, de contextualisation, je voudrais revenir rapidement sur les évolutions qu'a pu connaître la meunerie, la boulangerie et le contrôle qualité des farines au cours des dernières décennies. Alors, vous avez ici, en gros, deux photos prises au début du XXe siècle. Donc, la photo d'un moulin en 1920, allemand, et la photo d'une boulangerie industrielle à la même époque. Je vous présente maintenant les mêmes photos ou les mêmes installations, mais 50 ans plus tard, donc au tournant des années 70, donc toujours un moulin, et puis une boulangerie industrielle. Et puis, ces mêmes outils aujourd'hui, au début des années 2020, avec là encore un moulin et une ligne de production industrielle qui semble être des Bunz. Alors, ce qu'on constate tout d'abord, c'est vrai, c'est que entre 1920 et aujourd'hui, on est passé de la photo noir et blanc à la photo couleur. Mais cette observation reste malgré tout relativement anecdotique par rapport à ce qui me concerne. Ce qui me semble beaucoup plus intéressant d'observer sur ces photos, c'est déjà la taille des usines qui a grossi. On voit qu'il y a de plus en plus de machines également, de plus en plus d'automatisation, et qu'à contrario, il y a de moins en moins de monde dans les usines, que ce soit au niveau de la meunerie et bien plus encore, je pense, au niveau de la boulangerie industrielle. Donc globalement, si on devait résumer, c'est qu'on est passé, semble-t-il, au début du siècle dernier d'une production liée à un savoir-faire artisanal ancestral basé sur des experts, un expert meunier, un expert boulanger, beaucoup plus industrielle, beaucoup plus automatisée, beaucoup moins basée sur un savoir-faire métier, mais beaucoup plus sur un savoir-faire technologique, mécanique, optique, industriel. Et donc, on peut très facilement imaginer que les challenges, les défis auxquels étaient concentrés nos ancêtres au début du siècle dernier pour produire des pains de qualité sont plus du tout les mêmes que les challenges auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui à l'ère de l'automatisation et des cadences intensives et des productions de masse. Hop. Alors. Je voulais aussi du coup revenir rapidement un petit peu sur l'histoire du contrôle qualité des farines.
Bien entendu, la transformation du blé en farine n'est pas nouvelle, hein, elle existe depuis la préhistoire et était essentiellement basée sur la méthodologie de, voilà, on écrase, meule de pierre ou autre, et puis on sépare plus ou moins le son, les particules un peu d'enveloppe en fonction de la pureté qu'on veut obtenir et puis éventuellement de la richesse qu'on a et de la capacité à acheter une farine pure. Il y a eu un tournant très important qui est apparu à la fin du 19e siècle en Hongrie avec l'apparition de ce qu'on pourrait appeler la meunerie sur cylindre. On est passé de la meule à pierre sur les cylindres. Et outre une modification importante du métier de meunier, de la façon de produire la farine, elle a aussi offert cette transition sur la meunerie à cylindre, tout un tas de nouvelles possibilités pour un meunier de produire des farines de qualité différente ou avoir des outils supplémentaires pour mieux maîtriser sa production de farine, avec l'intervention des farines de passage, une meilleure sélection des blés et ainsi de suite. Et donc, pour pouvoir tirer pleinement profit de de ces nouvelles possibilités offertes par l'outil industriel, eh ben, le meunier a eu besoin aussi d'outils, de mesures pour contrôler, pour évaluer la qualité de ces farines. On a donc vu progressivement apparaître au cours des années qui suivirent un certain nombre de méthodes, d'outils pour mesurer la qualité des farines. Hein, paru tout d'abord la détermination de façon beaucoup plus objective de la quantification des protéines grâce à la méthode Geldal. Aussi, dans l'entre-deux-guerres, de façon relativement concomitante, ce qui est assez surprenant, on a vu l'apparition de l'Alvéo, créé par Marcel Chopin, et puis dans le même temps du Farino Extenso, créé par M. Brabender. On peut noter aussi la création de l'amylo. Et puis, dans les années 50, l'évolution a continué avec l'apparition du Réo pour mesurer tout ce qui est les propriétés fermentatoires et le Falling-Bomber de Perten pour pouvoir évaluer l'activité amylasique des farines produites. Et puis, cette évolution s'est poursuivie au cours des années avec successivement l'apparition du glutomatique, du Rapid Viscoanalyzer, du SD4. À noter peut-être un point spécifique sur l'apparition au début des années 80 des appareils infrarouges qui ont permis d'accéder très rapidement et très facilement à moindre coût et à moindre compétence à une détermination et une mesure pertinente et rapide du taux de protéines et du taux de teneur en eau. Et puis, la dernière évolution réellement significative, à mon sens, qui est apparue dans notre environnement, dans notre domaine du contrôle qualité des blés et des farines, c'est l'apparition du Mixolab au tout début du XXIe siècle. Donc voilà un petit peu le panel des évolutions. Ce qui est, j'ai pas encore évoqué, mais qui me semble important, c'est qu'on a vu que l'apparition donc de la meunerie sur cylindre a induit quelque part l'apparition des méthodes de contrôle de la qualité des farines, de nouveaux outils pour mesurer cette qualité de farine. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que l'apparition de ces outils a entraîné aussi l'apparition de nouveaux organismes. En gros, c'est bien d'avoir un outil, mais si moi je suis un boulanger et je veux communiquer avec mon meunier, je dis voilà, j'ai créé une spécification, je veux obtenir une farine qui a telle qualité, et je veux que vous fassiez, on va faire un contrôle sur un Alvéo Chopin, par exemple. Encore faut-il que je m'assure, pour pouvoir comparer mes résultats, que la façon dont j'utilise l'Alvéo Chopin et la façon dont mon meunier utilise ce même appareil est la même. Il y a donc eu un besoin de créer, d'uniformiser les méthodes d'utilisation, d'où l'apparition assez rapidement, directement au tout début du 19e siècle, d'organismes tels que la ACC aux États-Unis, plus tard l'ICC, ou d'autres organismes depuis en France, ou différents organismes nationaux tels que l'AFNOR, pour pouvoir vraiment harmoniser et proposer des méthodes standardisées d'utilisation des appareils et s'assurer ainsi que ces appareils étaient utilisés dans des conditions similaires et que les résultats qui étaient obtenus pouvaient être comparés. Donc tout ça pour en arriver finalement à l'enseignement suivant, c'est que globalement, la plupart des outils qui sont actuellement utilisés dans nos domaines des farines, du contrôle de la qualité de ces farines, ont été créés il y a une centaine d'années environ, que ce soit l'alvéolab, que ce soit le farinographe, l'extensographe. Ils ont été créés à une époque où les blés étaient bien sûr très différents de ceux qu'on a actuellement. Très différents de façon intrinsèque, ils n'avaient pas la même qualité. Et puis, il y a certainement que la régularité des productions
étaient beaucoup moins contrôlées. Les productions étaient encore beaucoup plus sensibles qu'à nos jours aux aléas climatiques, aux changements de terrain et ainsi de suite. Et puis, ce qu'on a vu aussi hein, en regardant les premières photos que j'ai pu vous présenter, eh ben, c'est que l'environnement industriel, l'environnement de transformation du blé en farine et de la farine en pain ont aussi énormément changé. Autre chose à savoir, c'est que globalement, à cette époque-là, il y a une centaine d'années, ces outils de laboratoire, qui étaient les alvéolos, les méthodes Geldal et ainsi de suite, étaient utilisés principalement par les meuniers pour mieux comprendre leur farine, avec comme objectif principal d'être capable de livrer ou de fabriquer une farine de qualité constante, avoir une régularité la plus importante possible. La notion de qualité, de régularité était, semble-t-il, beaucoup plus importante que la notion d'adaptabilité de la qualité de la farine aux besoins du client auquel ils allaient la livrer. Et puis, avoir aussi ce qu'on a plus ou moins déjà entreaperçu sur les photos précédentes, c'est que ben, globalement, au niveau de la fabrication boulangère, eh ben, les industriels pouvaient compter sur des boulangers experts, des gens de métier avec une forte expérience qui étaient capables, le cas échéant, de pouvoir corriger un petit peu le process de fabrication, ajouter un peu plus d'eau, en enlever, changer un petit peu la température, pour corriger éventuellement les irrégularités qui pouvaient apparaître au niveau de la qualité des farines qu'ils recevaient. Il est clair qu'à l'heure actuelle, la situation a changé complètement avec une automatisation beaucoup plus importante. On a une situation qui est devenue beaucoup plus complexe au niveau des industriels de la seconde transformation, avec des nécessités de produire en énorme quantité, à des cadences soutenues, avec beaucoup de produits différents, en ayant une automatisation poussée, avec des matières premières là aussi diverses et variées, l'ajout d'additifs, l'ajout de nouveaux ingrédients pour répondre à des besoins de consommateurs, et puis avec du coup un savoir-faire certainement métier, ce que j'appelle des boulangers experts ou des boulangers de formation beaucoup moins présents dans les usines. Et on va ajouter à tout ça une dernière contrainte, mais qui est certainement pas des moindres, c'est l'exigence du consommateur qui est de plus en plus importante, que soit au niveau de la qualité des produits qu'il consomme, c'est-à-dire qu'il veut que de semaine après semaine, quand il achète un biscuit, quand il achète un pain, il retrouve toujours cette même qualité de biscuit, qu'il n'y ait pas des défauts, que la fabrication ne soit pas irrégulière. Il va être aussi très exigeant au niveau de la disponibilité de ces produits. J'ai fait ma liste de courses, j'ai noté que j'allais acheter un petit beurre ce matin. Si je vais dans mon supermarché et que je ne trouve pas le petit beurre en question, je vais être frustré et particulièrement mécontent. Il va être aussi ce consommateur beaucoup plus exigeant ou avoir des attentes nouvelles en termes de produits sans gluten, de produits biologiques, de produits riches en fibres. Il y a toute une évolution de la consommation et des modes de consommation et des produits consommés qui se fait. Et puis, il va avoir aussi ce consommateur une force beaucoup plus importante et un impact beaucoup plus important au niveau de l'entreprise et des résultats de l'entreprise grâce aux médias sociaux notamment. Il va pouvoir faire part très rapidement et de façon très amplifiée à l'ensemble de la Terre, j'allais dire, de ses satisfactions ou insatisfactions. Et quelque chose qui aurait été local, un défaut apparu à un endroit donné, va très rapidement pouvoir devenir niveau national, voire plus. Et donc, ces réseaux sociaux, ce client est capable de faire une bonne publicité ou au contraire une mauvaise publicité très rapidement et très facilement. Et donc, l'industriel doit vraiment tenir compte de ces aspects-là. Tout ça pour dire que globalement, le contexte a changé. Entre le moment où les méthodes de mesure de la qualité des farines sont apparues et aujourd'hui, entre les modes de qualification ou entre les outils, l'approche qualité qui a pu être mis en place les décennies précédentes et actuellement, la situation a radicalement changé. Il est donc légitime de se demander si le processus et l'approche qualité qui existe depuis ces dizaines d'années, de cette approche traditionnelle, est toujours pertinente ou non. Et pour ça, on va essayer d'apporter des éléments de réponse à travers quelques faits qu'on a pu constater. La première, c'est que les paramètres traditionnels ont leurs limites et peuvent peut-être parfois s'avérer trompeurs.
À titre d'exemple, on retrouve souvent dans les livres professionnels, dans la littérature, dans les magazines, ou peut-être ce qu'on a pu apprendre aussi à l'école, en BTS meunier, en BTS boulanger. Voilà, pour produire telle qualité de pain, il faut telle qualité de farine. Hein, globalement, on avait trouvé dans une revue, il n'y a pas très longtemps, que pour produire un pain pour sandwich, il avait été démontré que la qualité, plutôt la quantité des protéines avait un impact important. Et que globalement, les boulangers qui avaient réussi à obtenir des pains de mie de qualité, eh ben, ils avaient toujours une farine qui avait un taux de protéines entre 10 et 11,5%. On voit que c'est un range assez étroit. Donc la promesse est belle. La réalité, si on la regarde d'un peu plus près, elle est un petit peu moins flatteuse. On a mené il y a quelques années une étude sur une 150 farines différentes d'origine, elles aussi différentes, et puis on a analysé différentes façons. J'en ai extrait juste quelques données, où ici on a représenté donc, ces 150 farines, hein, chaque point correspond à une farine. On a représenté pour chacune de ces farines la teneur en protéines, mesurée de façon tout à fait officielle, et puis globalement la qualité du produit final. Alors là, c'est la taille de la tranche, mais on pourrait résumer ça sur le volume du produit fini. Et si on voit que globalement, il y a une tendance très générale à montrer que plus la quantité de protéines est élevée, plus le volume va être élevé, on voit que la relation n'est quand même pas très très forte. Et puis surtout, on va pouvoir regarder et sélectionner deux points un petit peu aux extrêmes, mais qui répondent dans notre range recommandé par la littérature. On va prendre une farine avec une teneur en protéines de 10%, et puis une deuxième farine avec une teneur en protéines de 11,1%, donc qui couvre globalement notre range. Et on va se rendre compte que bien qu'on est soit dans les recommandations offertes par le spécialiste, et ben globalement, la qualité rendue du produit fini, elle, est très différente. On a dans un cas un pain avec un volume et une qualité de tranche vraiment agréable, et puis de l'autre côté, un pain avec une qualité et un volume beaucoup moins convaincants. Il y a un autre fait qu'on rencontre souvent aussi, c'est que si on regarde un petit peu les cahiers des charges qui existent tout autour de la planète, eh ben, on va retrouver souvent à peu près les mêmes types d'analyses. Donc là, on avait typiquement accédé à un cahier des charges d'une étude qui avait été faite en Italie et qui montrait que globalement, tous les meuniers italiens se basaient sur certaines analyses, la teneur en eau, la teneur en protéines, la teneur en cendres, l'indice de gluten, le gluten index, et puis l'alvéographe, éventuellement farinographe, extensographe, pour pouvoir qualifier leur farine. Donc on se rend compte que globalement, toutes ces analyses tournent plus ou moins autour de la quantité et de la qualité de la protéine, avec un petit peu les cendres et puis un petit peu l'activité amylasique. Mais on peut légitimement se demander si ces paramètres, cette qualification sur la protéine est vraiment suffisante pour apporter une information vraiment complète et suffisante et pertinente pour qualifier les farines et s'assurer que la farine qui va être produite, qui va être délivrée, va convenir à chacune de vos activités si différentes les unes des autres. On peut en douter, d'autant plus quand on regarde un petit peu entre la farine qui est livré au boulanger et puis le produit final que ce boulanger va fabriquer, eh ben, il va se passer pas mal de choses. Et donc, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu surpris quand on peut retrouver, toujours pareil, un petit peu la même idée dans la littérature, un certain nombre de recommandations qui semblent assez précises. On a pu trouver là, dans la littérature, une publication qui, globalement, disait que pour fabriquer une bonne pizza napolitaine, eh ben, il fallait avoir un W entre 240 et 300. Si on était un peu plus, il se passait telle et telle chose, il y en a un peu moins. Eh ben, on est toujours un petit peu surpris puisque globalement, comment on peut garantir que cette même farine, entre ce qui va se passer ici et là, que tous les aléas qui vont se dérouler entre ces deux éléments, ils vont changer forcément d'un opérateur à l'autre. Et donc, comment prendre en compte ou comment avaler cette variation si on utilise la même farine. En effet, hop, euh, entre le moment où où le boulanger reçoit sa farine et le moment où le produit est fini, il va changer, il va y avoir de très nombreuses variables, comme je vous l'ai déjà dit. On va tout d'abord peut-être pas avoir exactement le même produit fini. La perception de ce qu'est un pain de qualité, par exemple, va changer en fonction d'un pays à l'autre, en fonction des habitudes, en fonction de la culture, en fonction
des souhaits exprimés. Et puis, bien sûr, tout le process de fabrication va lui aussi varier. On ne va pas avoir la même recette, pas les mêmes machines, pas les mêmes outils, pas le même process, probablement pas les mêmes conditions environnementales de température et d'hygrométrie, pas les mêmes durées, et puis pas les mêmes hommes derrière pour faire tourner ces machines. Il est donc quand même très surprenant de se dire que une même qualité de farine permettrait de produire exactement le même pain, quelles que soient ces variations, quel que soit ce process, cette recette et ces conditions environnementales. Pour nous, il nous semble quand même beaucoup plus légitime de se dire que la qualité de la farine, oui, elle est importante, mais elle doit être spécifique à chaque boulanger en tenant compte des spécificités de son processus de fabrication, ses machines, les êtres humains, son process, et puis des attentes de son consommateur à lui. Un autre fait qui recoupe aussi une chose que j'ai déjà exprimée un petit peu avant, notamment qu'on avait vu sur les photos, c'est qu'il y a de moins en moins de monde dans les usines et surtout de moins en moins d'experts. On se rend compte quand on lit un petit peu la presse spécialisée ou quand on discute avec les industriels du secteur, c'est que les boulangers experts sont de moins en moins présents sur ligne de production et que les conducteurs de ligne, les conducteurs de pétrissage sont de plus en plus souvent issus de domaines autres que la boulangerie, ont souvent une expérience faible et restent souvent peu longtemps dans l'entreprise, en tout cas pas suffisamment longtemps pour acquérir une expérience suffisante. Ce phénomène semble s'être particulièrement accru et développé depuis la crise du Covid. Et puis, avec les classes d'âge qui changent, on entend de plus en plus parler de gens qui partent à la retraite sans être forcément remplacés ou sans avoir réussi à trouver et avoir le temps de former son remplaçant. Donc, on sent qu'il y a une perte d'expertise métier qui peu à peu disparaît de nos entreprises. Toujours pour essayer d'illustrer ce phénomène et d'essayer de voir dans quelle mesure ou quelles peuvent être les limites de l'approche qualité actuelle, on a mené une enquête via LinkedIn il y a quelques semaines. Et parmi les questions qui avaient été posées aux participants, c'était de leur demander s'il leur était déjà arrivé, déjà s'ils avaient un cahier des charges pour évaluer la qualité de leur farine, euh, pour un cahier des charges dédié à leur farine. Et si oui, s'il pouvait arriver que bien que la farine livrée par leur fournisseur réponde à ce cahier des charges, ils observent quand même des difficultés sur leur ligne de production. La réponse a été très majoritairement, à 96%, oui. Et parfois, pour 25% d'entre eux, ces difficultés, bien que la farine réponde au cahier, livrée réponde à leur cahier des charges, les difficultés étaient présentes dans plus de 10% des cas. Donc, ce qui reste quand même, il me semble, un taux élevé. Et dans les cas extrêmes, certains nous ont même remonté que c'est les pertes, les coûts liés à ces défauts, à ces problèmes de ligne, pouvaient atteindre jusqu'à 100 000 $ par semaine. Alors, malgré tout, dans cette enquête, on a quand même observé qu'il y avait 4% des gens qui ont répondu, qui se disaient pleinement satisfaits de leur cahier des charges et que leur cahier des charges permettait d'assurer à 100% en gros la bonne production du produit qu'ils souhaitaient mettre en œuvre. Quand on a regardé un petit peu de plus près, on s'est rendu compte que bizarrement, ces personnes-là étaient souvent des universitaires ou des gens liés à des labos de recherche qui étaient peut-être un petit peu plus éloignés du processus ou en tout cas du quotidien d'un industriel de la production et de la seconde transformation. Donc tout ça pour nous amener à dire, ça tend à confirmer quand même que l'approche actuelle qui est de se dire on regarde dans la littérature, on a des experts scientifiques, des experts de la farine qui ont établi que pour pouvoir faire du buns, il fallait une farine avec telle et telle quantité de protéines, avec un W entre temps et temps. Pour fabriquer du biscuit, il fallait un taux de protéines XY avec une W de temps. Finalement, ça s'avère de plus en plus insuffisant. Et on se dit qu'il est peut-être temps de changer d'approche et de reprendre le contrôle sur ce domaine-là. Et donc, nous, ce qu'on envisage, c'est un petit peu d'inverser l'approche. Et c'est non pas de se dire, voilà, pour produire un bon pain, il faut telle farine. Si j'ai telle farine, je vais produire un pain de qualité. Mais plutôt de faire l'inverse, de partir du produit fini, de l'attente du consommateur et de remonter progressivement
vers le meunier jusqu'à pouvoir être capable de lui fournir une information remontée de terrain, remontée consommateur. L'idée, si on dit autrement, c'est de faire en sorte que le consommateur soit toujours satisfait. Donc, que le petit bonhomme-là qui a acheté, qui est en train de manger un beignet, il soit tellement content de son beignet qu'il redemande à ses parents la semaine suivante de racheter le même beignet. Quand j'entends le même beignet, c'est-à-dire que la semaine suivante, si ses parents lui rachètent, il faut qu'il retrouve le même plaisir parce que le produit reste identique. Cela signifie donc qu'il faut que l'industriel qui a produit ce beignet soit capable de maîtriser son processus de fabrication de A à Z. Parmi ça, bien sûr, il va falloir qu'il maîtrise son outil de production, ses machines, ses employés, ses matières premières, au nom desquelles on va retrouver la farine. Il va falloir que la farine soit bien adaptée à son process. Il va donc falloir qu'il s'assure qu'il travaille avec son meunier pour bien définir quelle est la farine qui lui correspond et faire en sorte que le meunier soit à même de lui fournir cette farine. Et donc que le meunier soit ensuite derrière capable de sélectionner qui correspondent à son besoin ou qui vont permettre de produire la farine répondant aux besoins de l'utilisateur final. Alors bien sûr, c'est une approche multifactorielle avec beaucoup de variables qui va nécessiter beaucoup d'énergie et beaucoup d'interaction, mais on pense réellement que c'est ce qui va permettre de faire un pas et progresser dans cette approche qualité et dans la diminution des coûts et des non-conformités. Alors, l'idée, c'est un petit peu ce qu'on essaie de présenter au cours de cette série de webinaires de cette année qui vont se répartir, qui ont commencé au début d'année puis qui vont se poursuivre. C'est-à-dire, c'est de partir en gros, de présenter un petit peu les solutions qu'APM peut proposer en repartant du produit fini jusqu'à la farine et puis d'aider à avancer dans cette nouvelle approche du contrôle qualité. Donc, en commençant par être capable de définir de façon la plus objective possible ce qui est un bon produit final, en utilisant par exemple les systèmes tels que la Visio proposés par iPro ou AR. Il va falloir ensuite remonter et être capable de déterminer de façon objective le comportement de la pâte au cours du process et puis d'élaborer des spécifications qui soient le plus adaptées, le plus pertinentes possible pour la qualité de la farine. C'est ce sur quoi on va se concentrer dans les minutes qui viennent. Et puis, on poursuivra tout au long de l'année en essayant d'aller regarder, une fois qu'on a défini quelles étaient les qualités de farine qui sont bien adaptées pour l'utilisateur, comment on peut aider le boulanger à transmettre ce cahier des charges au meunier et le meunier à respecter ce cahier des charges et à sélectionner les blés qui vont lui permettre de fabriquer la farine conforme aux attentes de son utilisateur. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vraiment nous focaliser plus particulièrement sur cette seconde étape. Et donc, pour ce faire, on pense que l'outil qui est particulièrement adapté à cette étape, à cet échange crucial de définition de ce qu'est un cahier des charges farine qu'on va pouvoir partager entre le boulanger et le meunier, c'est le Mixolab. Alors, avant de vous expliquer un petit peu comment on peut l'utiliser, je vais essayer de vous présenter un petit peu déjà, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce qu'est cet outil et ce qu'on mesure avec. Basiquement, le Mixolab, c'est un pétrin enregistreur. C'est un pétrin enregistreur qui va mesurer le couple généré par le passage d'une pâte entre deux phraseurs qui vont tourner à une vitesse constante. Et cette pâte, ce pétrin, va être soumis à des variations de température. On va le chauffer, on va le refroidir. L'idée, c'est d'essayer de voir et de reproduire un petit peu l'évolution et de suivre l'évolution de la consistance pendant les phases de pétrissage, de cuisson et de refroidissement, les principales étapes qu'on peut retrouver aussi lors de la production, les principales étapes que l'on peut retrouver lors de la production de pain, de croissants et autres produits de panification. Alors, quel est le concept? L'idée, c'est d'essayer de pouvoir accéder à un maximum de données, aussi bien sur la partie protéines, mais pas que, sur la partie amidon, sur l'impact des enzymes, sur la combinaison de ces différents éléments, d'accéder à toutes ces données, si possible en un seul test, et de façon la plus automatisée, en étant le plus opérateur indépendant. Et si possible avec une quantité de farine réduite, 50 grammes d'échantillon, pour pouvoir globalement utiliser ce même instrument tout au long de la filière, du sélectionneur au meunier, au boulanger, en passant par les instituts de recherche.
Et puis, bien sûr, ce qu'on a déjà évoqué un petit peu plus haut, eh ben, d'avoir une méthode qui soit vraiment bien déterminée pour pouvoir, et donc bien standardisée, normalisée, pour pouvoir permettre des comparaisons et des échanges entre les différents intervenants de la filière et être sûr que quand on compare des résultats, ces résultats sont comparables parce qu'ils ont été réalisés dans les mêmes conditions. Alors, la réalisation du test, je ne vais pas vous en faire la démonstration, mais le test Mixolab est réellement très simple. Globalement, vous avez un écran de contrôle sur lequel vous sélectionnez le protocole que vous voulez utiliser, basiquement le Chopin Plus. Vous rentrez les éléments nécessaires à la sauvegarde de cet essai. Vous avez à rentrer la teneur en eau de votre échantillon et l'hydratation que vous voulez utiliser pour le test. Le logiciel qui pilote le Mixolab va vous indiquer la quantité de farine à peser et la quantité d'eau que lui va ajouter. L'opérateur a juste à peser la quantité de farine indiquée par le logiciel, à lancer le test et à introduire la farine dans l'appareil. Et puis, le test est lancé et puis le résultat va être obtenu au bout de 45 minutes. Alors, l'analyse standard dure 45 minutes. Le temps opérateur réellement ou le temps réellement nécessaire pour l'opérateur, lui, est de 5 minutes. L'appareil travaille tout seul. À la fin de cet essai, globalement, vous allez obtenir une courbe. Une courbe de consistance qui va être mesurée en fait sous la forme d'un couple en newton-mètre. Donc l'évolution de la consistance en fonction du temps et puis de l'évolution de la température du pétrin qu'on a servi autour du pétrin. Et donc, à partir de là, on va avoir un certain nombre d'informations qui vont être liées à la capacité d'absorption d'eau de la farine, à l'effet du pétrissage, le temps de développement, la stabilité, sur la dénaturation des protéines lors de la chauffe, sur la gélatinisation de l'amidon, sur l'activité endymasique, sur la rétrogradation, toutes des notions que je vais vous détailler un petit peu plus précisément dans les slides qui viennent. Mais globalement, on a donc 5 zones importantes dégagées par les plages de température. On travaille à 80 RPM. On est capable de travailler à hydratation on est capable de travailler à hydratation constante ou à hydratation adaptée, selon les besoins. Et bien sûr, on le verra aussi un peu plus tard, on peut adapter les protocoles pour répondre à l'analyse de besoins plus spécifiques d'autres types de céréales que les farines de blé, par exemple. Alors maintenant, voilà, l'idée, c'est dans les 5 slides qui viennent de vous détailler un peu plus précisément les 5 différentes phases que l'on obtient sur une courbe de résultats de Mixolab protocole Chopin Plus. La première étape, qui dure donc 8 minutes, va vous permettre d'observer le développement de la pâte, avoir des informations telles que l'absorption d'eau, le temps de développement, donc le temps nécessaire pour que la pâte se développe de façon optimum, la stabilité, donc globalement pendant combien de temps ce développement va rester optimum, est-ce qu'une fois qu'on va continuer à apporter plus d'énergie, est-ce qu'elle va se dégrader ou pas? Et puis l'affaiblissement. Donc, toutes des notions qui sont liées les unes aux autres et qui correspondent globalement au même type d'informations que ce que vous pouvez obtenir sur des appareils tels que le farinographe ou le Doulab. Ça, c'est le type d'information que vous avez obtenu. Ça représente globalement 18% de la durée du test. Et puis, on a 82% du test qui va correspondre à des informations nouvelles qui vont être apportées par ce mix-là. Et c'est ces informations nouvelles que je vais tenter de vous décrire maintenant. Alors, si on continue à progresser, une fois qu'on a obtenu dans la description de notre courbe, on arrive sur la deuxième phase, au moment où on commence à chauffer, on va observer que la consistance mesurée, le couple mesuré vont diminuer. Ça va être lié globalement à l'affaiblissement de la protéine lors de la chauffe, ou plus exactement lors du mix chauffe plus pétrissage. Et ça, c'est vraiment une information qui est nouvelle et qui, à ma connaissance, est unique. On ne peut retrouver sur aucun autre appareil cette phase de transition entre le pétrissage à température constante et vraiment les phases plus spécifiques d'études de l'amidon. Ce qui a été aussi observé, s'il y a des études qui ont été faites par des partenaires, notamment un partenaire en Belgique, il y a déjà quelques années, qui avait à montrer que cette phase, et notamment le point obtenu en fin de phase numéro 2, était très fortement indicatif
du volume qu'on allait obtenir à la fin. En effet, donner une bonne indication sur la qualité de la protéine et globalement sa capacité à se déformer ou non sous l'effet du gaz qui sera produit lors de la fermentation, et notamment lors de la mise au four. Donc là, on a vraiment une information nouvelle qui est cruciale et qui peut avoir un impact sur la qualité du produit final. Autre point, si on continue sur la courbe, hein, on observe qu'à partir d'une certaine température, le couple mesuré, la consistance de notre pâte augmente de façon très importante. Et c'est ce qu'on pas spécialement étonnant, puisque globalement, on a de la farine, donc de l'amidon, on a de l'eau qu'on a apportée pour former notre pâte, et on chauffe. On a toutes les conditions réunies pour assurer ce qu'on appelle la gélatinisation de l'amidon. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, on avait un amidon datif qui, sous l'action combinée de la chaleur et de la présence d'eau, va se transformer et ce qu'on appelle gélatiniser ou empeser. Et donc, on va augmenter la consistance de notre amidon et on va pouvoir avoir comme ça une information sur la qualité de cet amidon. Alors ça, ce sont des informations qu'on peut, dans l'absolu, retrouver sur d'autres types d'appareils, tels que le viscographe ou le RVA, par exemple, avec quand même des différences notables. C'est que sur le Mixolab, on travaille avec une hydratation globalement autour de 60%. Ce qui veut dire qu'on travaille réellement sur une pâte type pâte à pain. Sur les appareils type RVA ou viscographe, on travaille dans des conditions légèrement différentes. On est en surhydratation, avec des hydratations bien plus élevées, 9 à 10 fois plus élevées que sur le Mixolab. On ne travaille plus donc sur des pâtes, mais sur ce qu'on pourrait appeler des soupes ou en mode très liquide. Et cette différence est quand même vraiment importante puisque dans un système pâte, tel que sur le Mixolab ou ce que vous allez rencontrer en boulangerie, en biscuiterie, il y a un manque d'eau. Entre guillemets, la mobilité et la disponibilité restent limitées. Il va donc y avoir une compétition entre les différents constituants de la farine, entre l'amidon, les protéines, les fibres, pour cette eau. Et donc, la façon dont ces différents éléments vont réagir, notamment l'intensité de notre gélatinisation, va être différente. Donc pour moi, pour résumer, on va dire que des appareils tels que le viscographe ou le RVA vont donner un potentiel de gélatinisation optimum. Ce qui se passerait si jamais votre amidon était en excès d'eau et sans compétiteur autour de lui. Ce qui est très peu représentatif de ce qu'on observe sur le terrain, à contrario de ce qu'on peut observer sur le Mixolab avec une quantité d'eau beaucoup plus limitée et donc une réelle compétition, comme en production, de cette eau entre les différents constituants de la farine. Je poursuis sur la suite de la courbe. À partir du moment où on est sur le plateau, on va observer que notre courbe, notre consistance, le couple qu'on va mesurer, va tendance à diminuer. Il va diminuer de façon plus ou moins importante en fonction de la farine qu'on a. Et on sait qu'un des facteurs principaux qui va jouer sur cette baisse, ça va être l'activité amylasique. On a ici un exemple d'une même farine avec juste une différence d'activité amylasique. La courbe bleue avec une faible activité amylasique, un temps de chute d'Egbert de 450, et la courbe jaune avec une activité amylasique beaucoup plus importante avec un temps de chute d'Egbert autour de 270. Et on voit clairement que plus l'activité amylasique est élevée, plus la courbe, la consistance va diminuer. Donc là, on est en train de mesurer un petit peu cette activité amylasique dans son environnement, dans son contexte général. Et là aussi, ça va nous apporter une information précieuse pour comprendre ce qui se passe au niveau du produit fini et de la fabrication de ma pâte. Alors on continue et on arrive enfin à la dernière partie de la courbe qui est très riche. Et donc, on va regarder à partir du moment où je refroidis mon pétrin, où la température de ma pâte et de mon environnement diminue, et ben, ma consistance, le couple que je mesure, va avoir tendance à augmenter. Ça, c'est quelque chose qu'on va lier à la rétrogradation. Alors, autrement dit, si on compare, on essaie de lier ça avec ce qu'on peut observer sur le produit fini, sur le pain. En sortie de fabrication, on a un pain qui est frais, qui est moelleux.
Et puis, si on conserve ce pain pendant plusieurs jours, ben, petit à petit, il va devenir plus sec, il va devenir plus dur. C'est ce qu'on va appeler le racissement du pain. Et ce racissement du pain, il va être lié à différents facteurs. Deux d'entre eux, c'est juste une perte d'eau ou une migration de l'eau de la croûte vers la mie. Mais il y a un autre facteur très important qui s'appelle la rétrogradation qui intervient dans ce phénomène de racissement. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a vu que notre amidon natif avait déjà subi une première transformation au cours de la chauffe. Il s'était gélatinisé. Il avait perdu en gros son intégrité physique. Et ben, lors du refroidissement, il va avoir une opération un peu inverse. Il va à nouveau se recristalliser et cette recristallisation va induire l'apparition d'une fermeté. Autrement dit, sur cette courbe-là, si durant cette phase de refroidissement, on a une augmentation importante du couple mesuré, on va avoir tendance à avoir une rétrogradation élevée sur le produit fini et donc une période de vie ou une espérance de vie relativement courte. A contrario, si on a une courbe relativement stable, une augmentation limitée, on va avoir une faible rétrogradation et un temps de conservation potentiellement plus important. Donc voilà pour l'aspect général. Donc on voit qu'avec le Mixolab, on a, grâce à la courbe obtenue en protocole Chopa+, une information très complète, très détaillée, à la fois sur la partie protéines, sur la partie amidon, sur les transitions. Cette courbe est riche d'informations, mais parfois un petit peu compliquée à analyser pour des non-initiés et pas forcément toujours très simple à utiliser pour un contrôle qualité en routine. C'est des remarques qui nous avaient été remontées. On a donc essayé de trouver un outil qui permette de simplifier un petit peu l'interprétation de cette courbe et de la rendre du coup beaucoup plus utile et facile à utiliser au quotidien pour des non-experts. Et donc cet outil-là a été créé, il s'appelle le Mixolab Profiler, que je vais vous décrire un peu plus en détail maintenant. Ben, globalement, l'idée du profiler, c'est quoi? C'est de prendre notre courbe Mixolab qu'on a vu, qu'on voit ici schématiquement avec minimum, extrêmum, les différentes évolutions, et de convertir cette courbe Mixolab en un graphique composé de 5 indices différents, l'absorption, pétrissage, gluten, viscosité, amylase et rétrogradation, chacun noté de 0 à 9, et de pouvoir représenter notre courbe comme ça grâce à 6 indices, et puis de pouvoir faire le lien entre ce graphique et ce qu'on observe sur le produit fini. Donc si on en revient un peu plus en détail, comme je viens de vous le dire, le profiler, c'est juste un traducteur de courbe. Il va vous permettre de transformer cette courbe en ces 6 indices qui se lisent dans ce sens-là. Et on va associer du coup ensuite ce profil, la ligne jaune que l'on observe ici, qui correspond à la traduction de cette courbe verte, la courbe complète du Mixolab. Donc on va associer ce profil-là à ce qu'on appelle un profil cible. C'est l'enveloppe verte que vous pouvez voir ici et qui va correspondre globalement à la zone d'acceptabilité de ma farine pour le produit et le process que je veux faire. Autrement dit, je viens d'analyser ma farine, j'ai cette courbe, elle a été convertie en mon profil jaune et je viens calquer dessus. J'ai décidé que je voulais voir si cette farine pouvait correspondre à la fabrication de mes croissants sur ma ligne X. J'avais créé un profil cible, l'enveloppe verte correspondant à mes croissants sur la ligne X. Je regarde si mon profil jaune est à l'intérieur de mon enveloppe verte. Ma farine est conforme, je ne devrais pas avoir de problème de production, ou si elle est en dehors, dans ce cas-là, il y a certainement quelque chose de non conforme et potentiellement des difficultés qui vont apparaître sur ma ligne de production. Alors bien sûr, ce profil cible, cette enveloppe verte que l'on associe, comme je vous l'ai dit, par rapport à toute la démonstration que j'ai pu vous faire avant, elle va être propre à chaque produit et à chaque process, combinaison produit-process. Ça va être donc à chaque utilisateur de définir ce profil cible. Et il n'y a rien de plus simple. Il va pour cela falloir juste sélectionner des farines qui ont été satisfaisantes. C'est de dire, je passe cette farine sur ma ligne de production. Elle était nickel. Je n'ai pas eu de souci lors de la production. Je n'ai pas eu d'ajustement à faire. Et le produit fini était 100% conforme à ce que j'attendais. D'analyser ces farines sur le Mixolab, au minimum 20 échantillons. Et ensuite de le passer dans un des petits modules directement disponibles sur le logiciel qui va convertir. En gros, il va aller prendre pour chacune des courbes et chacun des autres paramètres la valeur minimum et la valeur maximum et la convertir sous la forme de ce profiler, de cette enveloppe verte. Et donc, encore derrière, pouvoir l'utiliser en routine, savoir si je suis dedans
ou dehors. Alors, si on regarde un peu, sans surprise, hein, si on veut fabriquer des produits différents, de la pizza, de la viennoiserie ou du pain en moule, eh ben, je ne vais pas avoir la même qualité de farine, je ne vais pas du tout avoir le même profiler. On voit par exemple que sur l'absorption, je vais avoir besoin d'une absorption bien plus importante pour fabriquer du pain en moule que sur de la pizza. Et puis, je vais avoir des épaisseurs de courbe différentes, ce qui veut dire aussi que je vais avoir une acceptabilité, une variabilité acceptable plus ou moins importante en fonction du paramètre et du produit que je veux fabriquer. Donc jusque-là, une qualité de farine différente pour des produits différents, pas de grande surprise. Ce qui peut-être est un peu plus surprenant, c'est de se dire que pour un même produit, typiquement du pain en moule ou un pain de mie, eh ben, je vais avoir des qualités de farine vraiment différentes, ou je vais avoir besoin de farine vraiment différentes en fonction du pays ou plus exactement du process que je vais mettre en œuvre. Si je suis un producteur A ou un producteur B, je ne vais pas avoir le même pétrin, je ne vais pas avoir exactement la même recette, peut-être pas exactement le même pain de mie, probablement pas la même chaîne de production, et je ne vais donc pas avoir besoin de la même qualité de farine. Il va falloir que je définisse une qualité de farine qui me soit propre et qui corresponde à mon besoin spécifique. Alors là, ce qu'on va juste essayer d'illustrer, c'était un cas concret. Donc, on avait fait ce travail-là de définir un profil cible et puis de regarder un petit peu comment il travaillait avec un producteur de petits pains. Donc, c'était au Brésil, il me semble. Donc, on avait fait une première étape. On lui avait demandé de nous fournir, de sélectionner pendant une certaine période de temps 20 farines qu'il avait passées sur sa ligne de production et qui lui avaient donné pleinement satisfaction. Il nous a envoyé ces farines, on les a analysées sur le Mixolab, en protocole Chopin Plus, et puis, comme je vous ai montré, on a créé ce profil cible. Nickel. L'étape d'après, c'était de se dire, bah, maintenant qu'on a créé le profil cible, on va valider que ce profil cible correspond bien à nos attentes et qu'il répond bien à ce qu'on souhaite. Donc, on lui a demandé à nouveau de nous envoyer sur ce même produit, cette même ligne de production, 21 nouvelles farines, et puis de nous qualifier à chaque fois, avant de nous les envoyer, de les passer sur ligne et de voir si cette farine posait des difficultés ou au contraire était parfaitement adaptée. Donc sur ces 21 farines, on en a eu 15 de farines qui étaient performantes, qui donnaient des bons produits sur la ligne, et puis 6 qui étaient problématiques. Et elles ont clairement été identifiées. On les a passées, ces 21 farines, sur le Mixolab, en protocole Chopin Plus, et on l'a comparé par rapport au profil cible qu'on avait mis en œuvre. On l'a regardé indice par indice. Globalement, on avait vu que pour l'absorption, il fallait que le profil cible qu'on avait déterminé, il fallait que les valeurs soient entre 6 et 8. Donc, on a regardé un petit peu pour chacune de nos 21 farines, hein, chaque point est une farine, quelle valeur on avait. Farine 1, on a obtenu 7, c'était une farine qui passait bien sur ligne, puis elle était dans le profil. Ainsi de suite, on continue. On arrive sur les farines 16, qui était une farine avec un indice d'absorption à 8, donc qui reste dans le profil, alors que pourtant, sur la ligne, elle posait un problème. Donc là, globalement, ce qui est un peu étrange, c'est qu'on a des farines qui posent problème sur ligne, et puis sur la notion juste d'absorption, ben, globalement, tout semble conforme, on n'a pas de difficulté. Donc l'absorption ne semble pas être un critère discriminant. On va continuer à faire la même analyse sur chacun des critères. Et donc là, ben voilà ce qu'on a représenté. On a fait le même travail sur l'absorption, sur l'indice de pétrissage, sur l'indice de gluten. Et puis là encore, on va regarder progressivement ce qui se passe. Même chose hein, sur l'indice de pétrissage, globalement, il n'y a pas beaucoup de discrimination. Les bonnes sont plutôt dedans dans le profil, mais les mauvaises aussi. Il y a un point qui sort de temps en temps, mais pas souvent. Quand on arrive au niveau du gluten index, la situation est différente. On voit que les bonnes sont globalement dans le profil, les mauvaises sont très globalement et très généralement en dehors du profil. Idem pour les indices viscosité, pour les systèmes amylase et pour le système rétrogradation. Donc globalement, on a l'impression que nos farines, celles qui sont non conformes, leur non-conformité, elle est plutôt liée à la fin de la courbe, plutôt à la partie amide, donc à la partie protéine. On a essayé de resynthétiser tout ça sous une autre forme. Hein. Donc globalement, on a repris chacune de nos farines, de nos 21 farines. En noir, celle qui était jugée comme bonne sur ligne de production, en rouge, celle qui était mauvaise. Et puis pour chacune de ces farines et chacun des indices, on a regardé si l'indice était dans les tolérances ou pas du profil cible. Donc la farine numéro 1, l'absorption était dedans, le pétrissage était dedans, et ainsi de suite. On a fait un petit bilan à la fin de regarder sur ces 6 indices, quel pourcentage pour cette farine était dedans. Donc la farine 1326, on avait 5% des indices dedans, 1327 aussi, et ainsi de suite. Et puis, ce qu'on peut regarder ensuite, si on fait une synthèse, c'est qu'on regarde globalement les 6 farines qui étaient jugées non conformes
par le partenaire sur sa ligne de production qui lui posait des problèmes, elles sortent effectivement à un moment donné et sur plus de 5 ans, sur au minimum 50% des points, elles sortent du profil. Donc là, globalement, toutes les farines que lui a jugées non conformes, cette non-conformité a été confirmée par le profil. On regarde aussi que la plupart des farines, ou toutes celles en tout cas qui est des farines pour lesquelles il n'y avait aucun indice qui sortait du profil, qui étaient 100% bonnes pour le profil, elles correspondaient aussi à des farines qui n'ont pas posé sur la ligne de production, qui n'ont pas posé de problème sur la ligne de production à notre partenaire. Et puis, comme souvent, il reste une petite zone d'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a quelques farines qui avaient été jugées tout à fait conformes par notre partenaire lorsqu'il les a utilisées sur la ligne de production et qui ont présenté quelques défauts, quelques points au dehors du profil sur le profiler. Donc là, il y a une petite zone d'information donc à voir pour le partenaire. Peut-être prendre le risque de refuser un camion malgré que la farine soit bonne, ou peut-être prendre un critère de décision un petit peu différent et de se dire, tant que j'ai 83% ou 60%, 10% de mes indices qui sont dans le profil cible, peut-être que ça peut suffire. En tout cas, on a là vraiment quand même un outil qui nous permet de progresser, de limiter les risques d'erreur ou de refus ou d'acceptation d'une farine qui n'aurait pas été conforme. Dernier petit point à ce sujet-là, et on vient un petit peu sur des choses intéressantes, c'est que globalement, on se rend compte que les échantillons de farine qui ont été jugés non conformes, que ce soit sur le profiler ou par le partenaire, cette non-conformité était principalement liée à la dernière partie de la courbe, à la partie amidon. Si on avait utilisé uniquement des critères liés à la protéine, à l'absorption, les paramètres traditionnels qu'on utilise dans nos industries, globalement, toutes les farines auraient été jugées conformes. Donc, il faut que j'accélère un petit peu. Je suis un petit peu en retard, donc je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. On a vu qu'on pouvait analyser sur le Mixolab des farines, avec tout l'avantage qu'on pouvait en tirer, notamment grâce au profiler. On peut aussi, et ça c'est aussi un atout supplémentaire, travailler avec ce même appareil sur des pâtes déjà pétries, sur des prélèvements faits en ligne. Alors d'un point de vue pratique, c'est extrêmement simple. Je vais juste supprimer mon pointeur pour lancer la vidéo, mais globalement, il vous suffit de prélever un échantillon de la pâte à l'endroit que vous avez sélectionné sur votre ligne de production, de l'introduire dans l'appareil, dans le Mixolab, tel qu'on peut le voir sur la vidéo, prenant peut-être un peu le soin de préparer cet échantillon de façon homogène pour assurer une meilleure répétabilité des essais. Et puis, une fois que la pâte est dans l'appareil, vous allez obtenir un résultat, ce type de courbe, en fonction du protocole que vous avez choisi, pouvoir définir des valeurs et puis établir un cahier des charges, non plus sur de la farine, mais c'est réellement sur un cahier des charges par rapport à votre production et sur la qualité d'une pâte en sortie de pétrissage ou en sortie de façonneuse ou avant étuvage en fonction de ce que vous voulez étudier. Ce qui peut être intéressant aussi, je vais remettre mon petit pointeur, hop, c'est que sur ce mode d'analyse de pâte, on peut avoir différentes approches. Une approche qu'on va nommer en consistance instantanée. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, je veux pouvoir, à un endroit donné, m'assurer qu'en fin de pétrissage, par exemple, la quantité d'eau que j'ai assurée et le pétrissage que j'ai fait me permet d'assurer une consistance toujours la même. Et que si je suis dans cette consistance-là, je ne vais pas avoir de problème. Si je suis en dehors, il faut que je fasse attention. Pour ça, on crée un petit protocole assez court, 2-3 minutes environ. Et puis, on prend notre pâte, on l'analyse, on regarde où on est, on détermine des valeurs cibles et des limites. On verra un exemple tout à l'heure. On peut aussi tout à fait se dire, finalement, maintenant que j'ai analysé ma pâte, je serais quand même intéressé de voir un peu ce qui se passe, non pas simplement à un instant T, mais qu'est-ce qui se passe si je continue à la chauffer. Dans cette pâte-là, généralement, on a de la farine, de l'eau, comme un test sur farine, on a aussi des enzymes, de la matière grasse, du sucre, on a souvent des pâtes beaucoup plus complexes, tous des ingrédients qui vont interagir les uns avec les autres lors des différentes phases du process de fabrication. Et donc, ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui se passe et de voir éventuellement l'impact de ces différentes étapes de fabrication sur ces courbes-là. Donc, on peut tout à fait faire une analyse, non pas sur des protocoles courts, mais un protocole beaucoup plus long, là aussi sur des pâtes prélevées. D'un point de vue pratique, on réalise exactement l'essai de la même façon dans les deux cas.
Alors, on va voir un petit essai, donc, un exemple, pardon, pour ce qui concerne la consistance instantanée. Donc là, on avait travaillé avec un producteur de beignets qui rencontrait des difficultés avec certaines de ses farines, hein. Normalement, le beignet avait une forme assez homogène, assez régulière, avec un trou bien défini au centre, bien prononcé. Et il arrive régulièrement à ce producteur d'avoir des formes de beignets vraiment particulière, peu homogène, et puis avec un trou qui ne se forme pas ou qui n'est pas régulier. Donc, ce qu'on lui a proposé, on lui a mis le Mixolab à disposition. Il a fait des essais pendant une certaine période de temps, à des productions régulières, à intervalles réguliers, sur différentes livraisons de farine, pour pouvoir avoir un suivi comme ça dans le temps. Il a analysé chacune de ces farines sur le Mixolab avec le protocole qu'on lui a proposé, les coupes qu'on voit là. Et puis, il a assuré une traçabilité suffisante pour se dire, bah, quand cette farine-là est passée sur la ligne de production, tout s'est bien passé ou au contraire, j'ai eu des problèmes. On a ensuite compilé toutes ces informations, superposé toutes les courbes obtenues au Mixolab et dressé un code couleur. On a mis en vert toutes les courbes correspondant aux farines qui avaient permis d'obtenir un produit de qualité conforme et en rouge toutes les courbes correspondant aux farines qui avaient permis et qui n'avaient pas permis d'avoir une farine de qualité conforme. Et on voit bien très rapidement, juste un simple effet visuel, qu'on arrive très facilement avec l'analyse Mixolab, avec cette analyse sur pâte, à distinguer les farines bonnes et les farines mauvaises. On peut à partir de là créer un cahier des charges pour ce partenaire en disant, bah, si à la fin de ton pétrissage, tu prends ta pâte, tu la passes dans le Mixolab et qu'au bout de 2 minutes, tu as une consistance qui est entre 0,69 et 0,80, normalement, tout va se passer normalement sur ta ligne de production. Si tu es en dehors, il y a des fortes chances, de fortes probabilités pour qu'il y ait un souci. Et donc, bah, dans ce cas-là, soit tu peux corriger ta pâte, soit tu anticipes pour la pâte précédente ou anticipes des réglations. Mais au moins, tu as pu identifier. On peut faire la même chose, hein, maintenant, c'est de se dire aussi d'aller regarder, comparer des lignes de production différentes. C'est-à-dire que là, on a un partenaire qui travaillait la même farine dans les mêmes conditions, mais sur 2 lignes différentes. Et on se rend compte que, bah, en fonction de la ligne, donc pas le même pétrin, pas forcément le même outillage, et ben, les consistances cibles qu'il va devoir atteindre sont différentes. Sur le pétrin ou sur la ligne A, il va falloir qu'il obtienne une pâte en sortie de pétrin qui soit un peu plus ferme que sur la ligne B. Et donc, bah, voilà, peut-être adapter différentes systèmes, mettre un contrôle, avoir une cible différente et pouvoir faire ce suivi-là. Donc ça, c'était pour les exemples de consistance instantanée. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il peut des fois être intéressant d'aller regarder un petit peu plus loin et de se dire, bah, je ne m'arrête pas simplement au bout d'une minute, mais je mène mon test jusqu'au bout, je chauffe et je refroidis et je vois ce qui se passe. Donc nous, en interne, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire. On a voulu voir l'impact de l'hydratation. Donc pour ça, on a sélectionné une farine, on a fabriqué 6 pâtes différentes, hein. Globalement des pâtes assez simples, farine, eau, sel et un petit peu de levure. Et la seule facteur qu'on ait fait changer sur ces 6 différentes pâtes, c'est la quantité d'eau qu'on a ajoutée, donc l'hydratation. On est allé globalement de 49 à 62%. Et on se rend compte que si on regarde la consistance après 2 minutes sur ce graphique-là, en fonction de l'hydratation, eh ben, il y a une relation très très forte. En gros, plus j'hydrate, plus ma consistance en sortie de pétrissage est faible. Pas vraiment une grande surprise, je vous l'accorde, mais là, on est capable de le mesurer finement, et on voit que la relation est quand même très très forte entre les deux, inversement proportionnelle. On a quand même décidé de ne pas stopper le test après 2 minutes, mais de le poursuivre, type Chopin Plus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, les différences qu'on voit à la fin du pétrissage, on les retrouve tout au long du test. Donc, ce qui veut dire que sur votre ligne de production, si vous avez mal maîtrisé votre pétrissé, il y a de fortes chances que ce qui se passe derrière soit plus compliqué aussi par la suite. Alors là, c'est un autre cas aussi, un autre exemple sur des tests complets faits sur des farines. Alors là, ce qu'on avait analysé, c'était un partenaire italien qui fabriquait des crackers et qui avait un process qui a intercalé de longues étapes de repos entre chaque outil, après le pétrissage, un second pétrissage et ainsi de suite. Donc, on a fait des prélèvements à chacune des étapes et puis on a regardé un petit peu les évolutions qui pouvaient se passer. Alors, sur la première partie de la courbe, où on voit bien qu'au bout de 8 minutes et au bout de 12 minutes, eh ben, on a une chute importante de la consistance. Alors, d'une façon proportionnelle sur le début de la courbe et de façon beaucoup moins proportionnelle lorsqu'on a commencé à chauffer. Alors là, on fait une hypothèse.
qui reste encore à confirmer, qui reste à l'état d'hypothèse, c'est que ça pourrait être lié à l'impact des protéases, enzymes qui ont été intégrées dans ces formulations sur la qualité de la pâte. Le temps de repos permet aux enzymes de travailler, de dégrader le réseau de gluten, et donc la consistance qu'on mesure va être plus faible. Et on observe aussi des différences sur la fin de la courbe, donc plutôt sur la partie amidon. Et là encore, on voit que globalement, plus le temps de repos, plus on progresse dans le process de fabrication, plus les consistances qu'on mesure à 34 minutes et en fin d'essai diminuent. Et donc là, on pourrait imaginer, encore une fois, ça ne reste qu'une hypothèse qui doit être validée par des essais complémentaires, mais qui pourrait être liée tout à fait à l'effet de l'amylase sur cette phase amidon. Juste un dernier slide avant de conclure, hein, pour montrer aussi vraiment le potentiel et la versatilité, la polyvalence de cet outil Mixolab. C'est que tous les essais qu'on vous a présentés jusqu'à présent étaient faits sur soit des farines de blé, soit des pâtes farines avec différents ingrédients, mais farines de blé aussi. On peut tout à fait travailler soit avec le même protocole, soit si besoin en l'adaptant légèrement sur tout type de farine, des farines de céréales, des farines pré-gélatisées, des farines extrudées, des farines de blé, des farines de pommes de terre, des mix complets. Donc, on a vraiment un outil très, très polyvalent qui donc devrait permettre de répondre ou d'explorer plein de pistes différentes dans vos industries. Voilà, j'en arrive maintenant à la fin de ma présentation. J'étais un tout petit peu plus long que prévu, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Et l'idée, c'était quoi? En gros, c'est de se dire, comme on l'a vu au départ, que il y a des méthodes, une démarche qualité dans nos industries qui est relativement ancienne, avec une approche qui est basée sur, OK, on a vu, on connaît la littérature, on a pu faire des études en laboratoire, il y a des experts de la farine qui nous disent que j'analyse ma farine, normalement pour faire tel type de produit, je dois avoir une valeur alvéo entre-temps étant, une valeur de protéines entre-temps étant, et si vous répondez à ces critères, ça devrait bien se passer. La réalité nous montre que cette approche ne fonctionne pas ou fonctionne insuffisamment. Pour rappel, l'étude qu'on a pu faire qui montrait que malgré un cahier des charges existant et le respect de ces cahiers des charges, il y avait encore très fréquemment, pour 95% des sondés, des difficultés sur lui. L'idée qu'on propose, nous, c'est d'inverser du coup le processus et de se dire, on va partir du produit fini. On sait que on va essayer de le qualifier de la façon la plus précise possible à des outils tels que la vision pour mesurer de façon la plus pertinente et la plus objective possible ce qu'est un produit de qualité. De remonter la filière et de se dire, quand j'ai telle qualité de pâte, j'ai un produit qui est conforme. Quand j'ai telle qualité de pâte, je suis non conforme. Pour pouvoir avoir telle qualité de pâte, il faut que j'ai telle qualité de farine. Si je suis en dehors de cette qualité de farine, je suis là encore non conforme. Donc, je vais pouvoir, dans ce cas-là, définir une qualité de farine, par exemple, sous la forme d'un profiler Mixolab qui va répondre à mon besoin. Profiler ou cahier des charges que je vais pouvoir alors transmettre à mon meunier en se basant et lui demandant de respecter, de produire une farine qui réponde à ce cahier des charges. Avec encore une fois le fait que ce cahier des charges a été établi non pas par rapport à une connaissance générale bibliographique ou qu'on a pu capter à droite à gauche, mais réellement basé sur l'expérience que j'ai pu faire sur ma ligne de production et sur mes produits. Donc voilà, vraiment inverser ce paradigme, partir du produit fini pour remonter jusqu'à la farine et permettre d'obtenir des farines qui correspondent à nos besoins. Et l'idée générale, c'est que globalement, on ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer. Donc plus on aura de mesures objectives, pertinentes, plus on pourra progresser. Sans oublier qu'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, qui est peut-être encore un petit peu éloignée de nos industries à l'heure actuelle, mais qui arrivera peut-être un jour. Et tout ce qui alimente l'industrie de cette intelligence artificielle, c'est avant tout des données. Plus vous aurez de données, plus vous pourrez progresser, plus vous pourrez avancer. Voilà, je m'excuse, j'étais un tout petit peu plus long que prévu. J'espère que malgré tout cela vous aura intéressé. Je vous remercie de votre attention et je vais regarder maintenant s'il y a eu des questions durant cette présentation. Alors, a priori, je ne sais pas si je vous ai ennuyé ou si tout a été clair, mais je n'ai pas de réponse. Pardon, pas de questions. Donc, pas de souci, je vais mettre fin à la présentation. Et bien sûr, si j'avais des questions, vous revenez par la suite, des besoins d'éclaircissement ou au contraire d'approfondissement.
n'hésitez pas à revenir vers nous à l'adresse indiquée ci-dessous ou via vos correspondants habituels qui seront nous retrouver ultérieurement. Ce faisant, bah, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et vous dis à bientôt pour un prochain séminaire. Au revoir.